certaine éducation financière qui a fait que j'ai pu commencer certains investissements. Dans tes aventures entrepreneuriales, il y a un croisement entre un truc qui te fait marrer, là, tu parlais de la vente à décoration, et une tendance que tu sens. Tu penses que c'est plus facile d'être entrepreneur quand t'as pas d'argent et du coup t'as ce besoin-là en fait d'aller en générer, ou justement d'avoir la liberté financière, de pouvoir choisir tes projets? C'est quoi le message que tu vas leur transmettre à travers ce que tu fais là? Toi qui as quand même bien navigué justement dans l'univers startup à Luxembourg, que ce soit avec Many ou avant tu étais à l'Innovation Lab, tu l'as dit, une grande banque. Qu'est-ce que t'en penses de l'écosystème? Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Talent Club. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Aurélien. Salut Aurélien, comment tu vas? Très bien, et toi? Merci de l'inviter. Super. Bienvenue sur cette saison 2. Alors, tu es notre deuxième cobaye pour cette saison. T'as peut-être vu les épisodes de la saison 1, mais chez nous, il y a globalement 3 règles. Le podcast, on va essayer de le faire tenir en 1 heure, parce que sinon, après, c'est un petit peu long. On va essayer de donner un maximum de valeur sur cette heure-là. La deuxième règle, c'est que tu parles en ton nom propre. Ça, on y tient beaucoup parce que c'est ça qu'on vise en termes d'authenticité. Et la troisième règle, c'est que tu as droit à un joker. Alors, en fait, le principe, c'est assez clair. Tu as le droit de nous dire que tu mets un joker sur une question. Par contre, vis-à-vis de l'audience, ils sauront sur quelle question t'as pas souhaité répondre ou mettre le joker. Exactement. Est-ce que les règles te vont? Très bien. Ça va? C'est OK pour toi? Ouais. Et déjà, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours rapidement? Donc moi c'est Aurélien Daubès, j'ai 41 ans, je suis marié, 3 enfants, 3 petits aventuriers de 9, 6 et 3 ans, 2 filles et un garçon. Je pense que si j'avais commencé par le garçon, on n'aurait eu qu'un. Mais en tout cas c'est super. J'ai été salarié pendant une quinzaine d'années en finance de marché, en gestion d'actifs, et j'en ai eu assez, et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai eu l'occasion de cofonder Many, donc qui était anciennement connu comme sous le nom de Cocoonut. Ouais. Et donc j'ai quitté la société fin mars, donc dans quelques jours maintenant. Mais voilà, donc c'était une super aventure de 4 ans. La société a duré pendant 4 ans. Par contre, le projet, je l'ai fait dans ma première reconversion professionnelle, juste après avoir fait le wagon. Ouais. C'est là l'inception de l'idée, on va dire. Et puis tu vois, je pense qu'on va creuser un peu de ça pendant l'heure qui va venir. Donc ouais, carrément. Et justement là, tu viens de partir, de quitter Many. En préparant le podcast, tu nous as dit que c'était la 3e fois que tu quittais un job, un salaire à 6 chiffres, et que tu sautais un peu dans le vide. Ouais. Qu'est-ce qui explique que toi tu as cette capacité à faire ça, que finalement très peu de gens ont? Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui se passe en toi pour que ça arrive? Ouais. J'ai réalisé un article justement un peu là-dessus qui disait j'ai pas assez d'ambition pour me faire chier, et je ne sais plus exactement de qui c'est. J'ai entendu ça dans un des podcasts que j'écoutais, et je trouve ça très vrai, quoi. Ouais, alors pas d'ambition, il faut quand même en avoir un minimum, je pense. Mais en tout cas, dès que j'atteins un certain point où je pense que ça rentre vraiment peut-être trop dans l'opérationnel, où ça devient, il y a une certaine routine qui arrive, ça commence un peu à me saouler, et du coup, j'ai envie de créer des nouveaux trucs, en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être toujours en mouvement, toujours un peu dans le risque. Et finalement, je crois que j'ai eu une dizaine de boîtes en une quinzaine d'années. Donc au début, j'étais avant dans la finance, que j'ai quitté justement en 2017. Je gérais en gros la fortune d'un milliardaire. Donc je devais rendre cette personne en quelque sorte encore plus riche qu'elle ne l'était. Donc ça faisait plus trop de sens. C'était une période un peu charnière pour moi, parce que je venais de perdre ma maman. Et j'en ai eu assez. Un jour, on m'a dit que je buvais trop de café au taf. Je tapais 7h, 20h. Je buvais 4 ou 5 cafés par jour. Alors ouais, voilà, c'est ça, c'est comme ça. Mais voilà, la remarque de trop, le lendemain, il a eu ma lettre de démission sur son bureau. J'ai passé un coup de fil au mec qui gérait le wagon à Lille. Donc le wagon, c'est un coding bootcamp, mais hyper axé entrepreneur. Donc tu vas là-bas pour entreprendre, et avoir des skills
dev et d'IT et tout ça. Donc c'est super, je recommande à tout le monde. Quand tu fais ça, le wagon, justement, t'avais quelque chose en tête ou c'était quoi l'intuition derrière? Non, c'était je savais ce que je voulais plus faire, quoi. Je voulais plus travailler pour un métier où j'étais un parmi tant d'autres, où il n'y avait pas vraiment de sens. Je voulais me recentrer et avoir une deuxième vie professionnelle en quelque sorte, pour aller vers les métiers tournés vers l'innovation, vers le digital. Le wagon venait entre guillemets d'être créé. Je crois que la première classe c'était en 2014. Moi j'ai fait ça en 2017. J'ai fait ça à Lille. Donc j'ai fait ça, je savais pas trop ce qui allait en découle, mais il y a plein de petits trucs chez moi qui me font stresser, mais des changements de vie comme ça un peu importants, je suis plutôt confiant en mes capacités et je suis plutôt confiant dans l'avenir. Du coup voilà, je me suis lancé et puis ça Many Coconut a découlé de là, puisque il fallait pitcher un projet entrepreneurial, tu vois. Et un jour, juste après avoir démissionné, je suis parti en vacances dans le sud de la France. Et je lisais un bouquin de déco, j'adore la déco. Et je suis tombé sur un article qui mentionnait un de mes anciens concurrents, Coad, donc qui fait du co-living essentiellement à l'époque à Bruxelles. Et je trouvais ça super comme idée parce que il y avait toute une partie tech, il y avait une partie communautaire, il y avait une partie immobilière et ça rassemblait quand même pas mal de mes centres d'intérêt. Du coup, je me suis dit je vais regarder un peu comment ça se passe, comment je pourrais développer ça. Et du coup, en rentrant au wagon, j'ai pitché ce projet. En gros, tu pitches ton projet et tu dois convaincre les gens de venir travailler pour ton projet pendant 2 semaines par groupe de 4. J'ai eu l'occasion de réussir à convaincre au moins 3 personnes. Et donc, on a fait ce premier MVP, on va dire, qui à l'époque s'appelait Trides. Puis on a fait le démo day. J'ai essayé de porter le projet pendant quelques mois, mais je me suis essoufflé. Donc c'est là où je suis retourné salarié dans une banque ici à Luxembourg. Mais cette fois, j'étais plus en finance. J'étais dans les équipes en charge de l'innovation et je devais lancer un lab d'innovation justement dans cette banque luxembourgeoise. Et c'est là que j'ai rencontré Nico, mon ancien associé. Ok. Il y a pas mal de labs comme ça qui sont créés un peu partout. À Luxembourg, il y en a un peu moins. C'est peut-être aussi lié à la taille du marché. J'ai l'impression que toi, en fait, t'es un buvard, en fait. Tu te mets au contact de trucs et en fait, tu prends ce truc-là. Comment, en lançant un lab et en voyant des projets trop cool toute la journée, t'as pas lancé 70 boîtes tous les jours, en fait? Est-ce que ça doit être hyper tentant de faire ça? Déjà, j'en ai lancé une avant qui avait pas marché. Là, j'ai lancé Coconut, Many, qui est plutôt un succès. Enfin, de mon point de vue, c'est un succès. De l'extérieur aussi. Mais alors, clairement, dans le lab d'innovation, c'était vraiment top parce que je pouvais proposer des projets. Les gens pouvaient me présenter des projets. J'avais fait un appel à projet aussi au sein de la banque. Donc, c'était vraiment top. Moi qui ai une tendance quand même à me lasser relativement facilement. Là, j'étais refait, quoi. Tu travailles sur... donc, il y a eu tout un travail où j'ai dû matérialiser un peu la vision que j'avais, où je voulais amener ce lab. Donc, c'était un peu un moonshot. C'était un ovni à Lux. Mais c'était super. Et c'est là aussi, comme je vous le disais en intro en prépa de ce podcast, j'avais lancé les Build Talks, donc un podcast à l'époque en 2017. Et donc c'est quelque chose qui me plaît, quoi. Rencontrer des entrepreneurs, écouter leur parcours, comprendre ce qui s'est passé, comment ils en sont arrivés là, pourquoi. C'est vraiment ça qui me plaît, quoi. Sur ta première expérience d'entrepreneur, si je me souviens bien, j'ai regardé un peu avant, c'était une marketplace de meubles premium de seconde main. Franchement, l'idée sur le papier, tu vois, c'est typiquement le genre d'idée où tout le monde pourrait se dire « Ah ouais, ça peut être cool ». Qu'est-ce qui, selon toi, fait que ça n'a pas marché? Et du coup, c'est quoi les leçons que tu en as tirées? C'était, comme tu as dit, ma première expérience. Du coup, j'étais un peu moins bold que je le suis maintenant. Du coup, j'ai continué à bosser et j'ai fait ça à côté. Donc, y a pas de miracle. Quand tu fais ça qu'1 heure ou 2 par jour, tu vas pas bien loin. Et après, une marketplace, surtout là-dedans,
t'as tout un aspect logistique que c'est con, mais je me suis lancé, j'avais pas forcément pensé à tout, mais qui est hyper important. In fine, le canapé d'occasion, au final, il faisait pas 2 fois le prix du neuf, mais tu vois, il y avait un gap que j'ai pas réussi à combler. J'étais peut-être aussi un peu trop dans ma prison dorée, tu vois, quand t'es salarié comme ça, t'as un job qui est quand même plutôt sympa, t'es bien payé. T'as vite tendance aussi à te reposer sur tes acquis, sur tes lauriers, à pas te... Si tu viens d'utiliser, tu dis j'étais moins bold. Ouais. Tu arrives à nous expliquer un peu maintenant avec ton expérience, après avoir fait plusieurs fois un peu le saut dans le vide, ce que c'est que ce truc de bold et finalement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on l'est. Enfin tu vois, comment ce truc-là se passe en fait. Ouais. Salut, on vient de couper la vidéo, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Et en fait, on se rend compte qu'on s'est pas présenté, donc on va prendre 30 secondes, une minute de temps pour t'expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Salut, donc moi je suis l'associé de Talentlers à Luxembourg et on accompagne des organisations, des RH et des leaders sur toutes leurs problématiques de talent attraction, talent retention. Et moi, c'est Clément, cofondateur de Club Trust. Club Trust, c'est un réseau de talents à Luxembourg qui fonctionne sur la confiance. Il propose 3 choses aux membres du club. La première, c'est des mises en relation dans le cadre de recrutement. La deuxième, c'est des événements. Et la troisième, c'est du coaching, notamment sur la carrière et l'employabilité. Si t'aimes ce que t'es en train de voir, partage, like ou abonne-toi. Nous, ça nous donnera du courage et de la force pour continuer. Surtout que c'est une initiative qui nous prend un petit peu de temps et qui nous coûte un peu d'argent. Donc on sera ravis d'avoir ton soutien. On te souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Salut. Non, carrément. Là, donc déjà, j'ai quasiment 10 ans de plus qu'à l'époque. Donc, j'ai pu me poser pas mal de questions sur ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Mais en amont de tout ça, j'avais quand même une certaine éducation financière qui a fait que j'ai pu commencer certains investissements relativement tôt et dont je récolte maintenant certains revenus. Donc, je pense qu'il y a être bold, il faut aussi être conscient de ne pas faire n'importe quoi. Et malheureusement, ça passe par une certaine liberté financière que tu peux acquérir au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est ça que j'ai pu développer aussi depuis ces 10 années-là. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce qui est bold ? Pour moi, c'est j'ai pas envie de me faire chier. En gros, dans certains des podcasts que j'écoute, c'est la dernière question, c'est qu'est-ce qui sera marqué sur ton épitaphe. Donc l'épitaphe, c'est ce qui est marqué sur ta tombe. Alors je sais pas exactement ce qui sera marqué, mais moi j'ai envie de laisser comme souvenir à mes enfants, à ma femme, et l'image de quelqu'un qui aura vraiment vécu sa vie et qui l'aura pas subi, pas passé le temps à la regretter, à se dire in fine dans 30 ans. Alors oui, j'ai une belle bagnole, j'ai une belle montre, j'ai une belle maison, mais si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais un peu plus vibré, tu vois. Okay. Et c'est un peu ce qui me fait peur actuellement, c'est de pas suffisamment profiter. Du coup, on part tout le temps au week-end maintenant avec ma femme et mes enfants. Et ça c'est cool et je me pose plus la question de savoir ce que les gens vont penser aussi. Ça, je pense que c'est un gros frein. Tu postes un truc sur LinkedIn qui sort un peu de ta zone de confort d'habitude, je sais pas, peut-être que les gens ils se disent pourquoi j'ai posté des trucs de développement personnel, pourquoi je me suis mis à rédiger une newsletter. Au final, peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans je l'aurais pas fait parce que je me serais dit qu'est-ce qu'on va penser de moi, il pète un pont, pourquoi il se met à parler de philo alors que il en a jamais. Je suis pas philosophe, mais ça me touche de plus en plus. Donc je pense que c'est aussi avec l'âge qui avance. Je suis pas vieux, hein, j'espère. J'ai 41 ans, mais au final, je me suis peut-être un peu plus affirmé. Et voilà quoi. Ok. Le qu'en dira-t-on. C'est quoi justement le déclic dans l'aventure Mini Mini ? À quel moment tu dis ok, vas-y, on se lance. Je quitte ce job-là. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour que tu te dises, ok, vas-y, c'est la bonne. Ouais. Déjà, ce qui m'a plu, c'est comme j'ai dit, il y a 3 centres d'intérêt, enfin 3 secteurs qui se rejoignent un peu dans le co-leading, l'innovation et le digital, le real estate et l'aspect communautaire. Donc ça, c'est des choses qui m'ont bien plu.
Puis à force d'en parler à tout le monde, j'ai réussi à convaincre Nico Leguet, mon ancien associé, de monter avec moi au bord dans cette aventure. Il trouvait ça pas con non plus. Et à force d'en parler à tout le monde, d'envoyer des emails, d'aller de provoquer des rencontres, de provoquer la chance en quelque sorte, on a eu l'occasion de rencontrer l'ancien CEO d'Inoway, Vincent Bécher. Et clairement, ça a été quand même un gros tournant parce que nous, on n'avait rien, on n'avait pas assez de thunes pour acheter des grandes maisons, faire des colocs. Louer, il y avait toujours tout un aspect législatif sur lequel on n'était pas hyper à l'aise. Et là, on a pitché notre projet à Vincent. Et il venait d'acheter une maison dans laquelle tu habites actuellement. Et donc, limite, c'est lui qui nous a pitché le co-living et pas nous. Donc, tu vois, ça, c'était quand même super agréable. Donc, ça a pris du temps, mais on a eu cette rencontre. Et finalement, de fil en aiguille, on a fait une petite levée de fonds et ils ont pris une part quelques années plus tard dans notre société. Donc, ouais, c'est un business quand même sur lequel tu es obligé d'avoir des financements derrière assez solides. Ouais. Enfin, tu disais que tu avais 3 piliers, mais c'est vrai que c'est quand même un business d'immobilier in fine, quoi. Ouais, c'est ça. Et ma question, c'est qu'en plus, à Luxembourg, l'immobilier, c'est un vrai sujet. Et là, vous arrivez avec une offre co-living, à mon sens, qui n'existait pas. Enfin, à quel moment aussi tu te dis, tiens, en fait, le Luxembourg, que ça existait déjà dans des grandes capitales. Ouais. Comment tu dis, ok, Luxembourg, en fait, ça peut... Moi, je suis arrivé en 2008 ici, donc c'était déjà difficile. Nico, il est arrivé 10 ans plus tard, en 2018. Ça n'avait pas changé, à part que c'était encore plus cher, mais l'offre, elle était pas ouf. Et nous, on avait envie de... Lui aussi, il aime bien tout ce qui est design, déco d'intérieur, tout ça, donc on avait vraiment envie de créer des espaces dans lesquels on aurait aimé habiter. Donc l'aspect déco était très important, puis aussi l'aspect administratif, tu vois. Donc on était encore à l'époque à signer des baux, papier, stylo, et c'est quand même l'âge de pierre quand tu vois des outils genre DocuSign, c'est quand même, ça te permet de tacler pas mal de points administratifs. Donc finalement, peu de choses avaient été faites ici, ce qui est aussi compréhensible. C'est le marché avec le 2e taux d'immigration en Europe, une immigration hyper qualifiée. Il y a que des talents qui arrivent, ils ont un certain pouvoir d'achat, ils cherchent quelque chose de plug and play, de pouvoir se projeter dans leur futur chez soi avant même d'arriver dans le pays, parce que souvent ils viennent de loin. Donc voilà, on a décidé de se lancer là. C'était une offre différenciante. Et le fait de rien connaître à l'immobilier, je pense que ça a été aussi une super opportunité pour nous. Parce que nous, on voulait pas faire de visite, par exemple, sur place. Parce que on nous avait dit qu'il fallait 10 visites pour faire une loc. C'est le truc qui est jamais rentable, quoi. Du coup, on fait pas de visite. Tout était fait avec des visites virtuelles. On a mis en place une application et tout ça pour favoriser l'onboarding. Donc effectivement, ça existait dans d'autres capitales européennes. Au Luxembourg, il y avait de la colocation, mais on a essayé de professionnaliser ça du mieux qu'on a pu, quoi. En fait, dans cette aventure Many Many, ce que moi j'entends, c'est que là où tous les autres le prenaient par le volet immobilier, vous l'avez pris par le volet du people. Ouais. En fait, vous l'avez pris par l'expérience locataire. Ouais. Voilà. Et je trouve qu'il y a même dans l'identité que vous avez créée, il y a même une idée d'un peu de communautaire. Ouais, carrément. Ce truc un peu communautaire c'est la communauté Many Many. Et donc, en fait, ce truc-là, ça rassemble des gens plus que des meubles. En fait. C'est un peu ça l'idée. Et comment vous avez mis ça en place? Ouais, pour ajouter ça, tu payes même un membership, tu fais partie d'une communauté qui te permet ensuite d'aller je l'ai pas encore fait, mais de centre en centre. Ouais, c'est ça. Bon, on trouvait ça bien d'apporter une certaine flexibilité. Comme tu dis, l'expérience utilisateur ici, elle a vraiment été mise de côté parce que même un truc pas terrible, se louer des fortunes. Donc pourquoi faire des efforts? Mais au final, nous, on a fait face à ces problématiques. Et on a voulu aussi, comme je te l'ai dit, on voulait pas être des marchands de sommeil, on voulait vraiment créer un produit qui nous ressemble et dans lequel on aurait aimé habiter. Et effectivement, l'aspect branding pour nous était super important parce que
on a envie de pouvoir mettre des casquettes et des suites sur lesquelles il était marqué Many Many où c'était stylé quoi. D'ailleurs au bureau on a plein qui voulaient nous acheter des suites et tout ça, donc c'est Il faut qu'on se fasse des casquettes du Talent Club, quoi. c'est ça quoi. Avec Ok. la moumoute et tout ça. Mais sur le marketing, c'est intéressant parce que là où normalement tu as des frais d'agence, vous, c'est un membership pour faire partie d'une communauté. Ouais, c'est ça. Et En fait, tu pourrais te dire que finalement, c'est des frais d'agence, même si effectivement tu as un service derrière. ouais, voilà, Mais t'as toute marketing une est- t'as toute une partie frais d'agence qui couvre certains frais administratifs, mais t'as aussi donc potentiellement maintenant ton linge de lit qui est inclus dans tes frais. Comme tu l'as dit, tu peux switcher d'une résidence à une autre, donc soit intra-maison. On a une locataire qui est partie en novembre, elle est rentrée chez elle, elle a retrouvé un taf chez Amazon en janvier, elle est retournée dans sa même chambre qu'avant. La locataire là, elle est partie dans la chambre au premier étage parce que ça lui convenait plus. Tout ça sans frais, juste les frais de nettoyage, c'est bien normal. Donc ouais, c'est une certaine flexibilité. Après, si elle bouge du centre, enfin si son boulot il est plus au centre-ville mais il est à Belleval, on a aussi des liens. Enfin, on a Many a des liens là-bas à proposer et donc c'est top quoi. En fait, ce que je perçois dans ce que tu racontes, c'est que dans tes aventures entrepreneuriales, il y a un croisement entre un truc qui te fait marrer. Là, tu parlais de la bande à décoration et une tendance que tu sens. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, en fait, tu te retrouves un peu à la croisée de ces deux chemins-là. Aujourd'hui, c'est quoi les trucs qui te font marrer, les tendances que tu sens? Alors, dans ce que tu peux nous dire sur tes projets futurs, mais tu vois, où est l'intersection aujourd'hui, tu vois, c'est clair. à ce moment-là de ta vie? J'aurais pas pu créer des boîtes ou reprendre une boîte, je sais pas, qui vend des ressorts, quoi. Tu vois, alors, moi, ça me fait pas vibrer, quoi. Alors, c'est peut-être très rentable, tu vois, mais jamais je me serais lancé là-dedans, quoi. Ou alors vraiment réinventer le ressort comme le slip français l'a fait avec le slip et tout ça. Mais, Je veux bien le parallèle entre slip et le ressort. et pas réinventer le produit, mais moi il me faut que le produit que je crée, que je développe ou sur lequel je travaille, il me fasse un minimum kiffer quoi. Et c'est quoi ton intuition maintenant alors pour ce qui va venir maintenant? Là du coup tu t'intéresses à quoi? Parce que donc là un des trucs que j'aime bien c'est rencontrer des gens, connaître leur expérience, comment ils en sont arrivés là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais lancé un podcast à l'époque, donc j'aimerais vraiment poursuivre là-dedans, donc aller à la rencontre de personnes inspirantes, des mentors, des experts, et qui eux aussi leur permettent de partager toute cette expérience. Donc, t'as un concept derrière tout ça, t'as déjà réfléchi à un futur projet ou j'ai un projet là en cours que je suis en train de lancer. Donc, dans ce cadre-là que je viens d'expliquer, c'est une marketplace où d'un côté tu auras des mentors, des experts, des personnes inspirantes, et de l'autre tu auras des mentorés ou des personnes en besoin d'expertise. Et donc, ce sera une marketplace qui fera matcher ces deux mondes. Et donc, les personnes en demande d'expertise pourront directement booker des vidéo calls en one-to-one avec ces mentors. Donc, ça permet de consommer de l'expertise et de l'autre côté, les mentors valorisent leur expertise parce que souvent, tu contactes des gens, viens, on va prendre un café. Et en tout cas, dans ma situation, ça s'est débouclé, ça a débouclé pas mal de situations et ça m'a permis de progresser aussi, d'avoir toutes ces rencontres. Du coup, ce projet s'appellera Coffee. J'ai pas cherché trop loin. C'est marrant, t'es passé de many to many à one to one, quoi. Normalement, c'est l'inverse, mais là, toi, tu sentais le besoin de réconcilier les personnes sur leurs problématiques perso, c'est ça l'enjeu? Ouais, voilà, et puis un des trucs qui me tient à cœur, c'est de permettre à tout le monde de faire un peu comme moi, entre guillemets, mais de pouvoir, d'avoir toutes les cartes en main pour se lancer. Parfois, c'est des trucs à la con, où t'oses pas te lancer parce que t'as pas la réponse à une question. Et là, via Coffee, les mecs, ils pourront directement aller voir l'expert qui leur va bien pour leur problématique du moment, débloquer cette situation et pourquoi pas franchir le pas, quoi. Ok. Ouais, t'as poulé des hotlines, Better Call Us, Thibault Louis, ce qu'ils font. En gros, tu rassembles tout ça sur une plateforme. Voilà, t'as toute une partie, il y aura des mecs, potentiellement, qui ont pas mal de followers sur LinkedIn, aussi peut-être sur
pas me concentrer uniquement sur des métiers marketing, communication, tech. Je pense qu'il y a aussi un besoin d'expertise. Ouais. Au Luxembourg, en tout cas, je sais pas, sur des problématiques légales, GDPR, finance. Donc, je pense qu'il y a On pourrait tout un avoir aspect, genre des data protection officers qui sont salariés dans des boîtes et qui vendent leur expertise en parallèle Ouais, à la découpe à des gens qui sont en besoin d'aller chercher ça. ouais, c'est ça. Je crois Ok. que les cabinets de conseil font déjà ça. Hein. Parfois, ils appellent un expert, je sais pas, en aéro, par exemple, vraiment quand ils ont un cas très spécifique. Ok. Ouais. Et là, donc il est dans ta base de données, mais là, en fait, tu peux pouler. Ouais. Ok. Ouais, ou même, je sais pas, tu refais de la déco de chez toi, t'es pas sûr, enfin, t'as vu une super table dans un film, tu sais pas où l'acheter, bah, tu peux demander Ah, la personne qui à sait. une architecte qui fait le style que t'aimes bien. Tiens, j'ai vu cette table, tu sais pas où je pourrais l'acheter, c'est quoi la marque, machin. Est-ce qu'elle irait bien dans mon intérieur? Tu fais tout ça en vidéo, ça te prend une demi-heure, un quart d'heure, et puis voilà. Quoi. Ok. Donc ça peut être business, mais aussi, je pense, perso. Quoi. Perso. Top. Moi, il y a un sujet que j'aimerais bien parler avec toi, c'est un peu, et tu l'as un peu abordé tout à l'heure, c'est la liberté financière. Concrètement, toi, c'est quoi ton rapport justement à l'argent? Et j'ai l'impression quand tu l'as dit que tu avais cette liberté-là, enfin, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est quoi les avantages? Mais c'est quoi aussi derrière, les désavantages de l'avoir? Ouais. Si t'en as, hein. Bon, en gros, je crois qu'il y a plusieurs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie. La première, c'est chercher à faire un maximum d'argent, avoir les chemises qui vont bien, les montres qui vont bien. En vrai, il y a 10 ans, je gagnais beaucoup moins que ce que je gagnais avant, mais je claquais 2 fois plus d'argent dans des conneries, tu vois. Justement, peut-être parce que j'avais besoin de cette reconnaissance sociale, de cette approbation, le cachet, peut-être. Je sais pas, t'as la chemise Paul Smith qui va bien, voilà. Ouais. Maintenant, j'en ai. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais voilà, Tu t'es détaché j'essaie de ça. d'allouer mon argent autrement. Et maintenant, j'essaie justement de favoriser le kiff à l'argent, en fait. Mais effectivement, en amont, ça demande un certain travail de long terme préparatoire. Et puis, il y a un peu de chance dans les investissements aussi. Moi, j'étais un peu sur l'immobilier au Luxembourg. Le marché, il a T'as fait jackpot. bien performé. Après, tout le monde aurait pu faire ce que j'ai fait. Donc, voilà. Ok. Maintenant, j'ai pas encore 100% la liberté financière. Mais j'espère l'avoir rapidement. Voilà, donc... Et au moment où tu je suis- fais ces investissements, tu le fais parce qu'il fallait trouver un truc à faire avec ton argent, ou tu le fais parce que tu sais qu'un jour, tu vas vouloir sortir de la rat race et te mettre à ton compte et que tu auras besoin de ça? Non, je le savais pas, savais pas. encore à l'époque, mais en tout cas, pour moi, il fallait investir, quoi. Enfin, Ok. je savais, je trouve C'était ça- de la gestion, un bon père de l'immobilier, famille, c'est quoi. quand même le seul actif quand t'es un particulier qui te permet de te leverager de façon relativement importante, Mhm. qui te permet de générer des cash flows positifs. Enfin, à l'époque, maintenant, avec les taux qui ont augmenté, Ouais. c'est plus difficile, mais de générer des cash flows positifs avec un minimum d'investissement. Ouais. Ouais, et après, si tu achètes bien ton bien, logiquement, il devrait pas y avoir trop de mal à le louer. Donc, voilà. C'est un choix que j'ai fait. En gros, dès que j'ai signé mon premier CDI, T'as mis j'y suis allé, quoi. une partie là-dessus. Ok. Et tu penses que c'est plus facile d'être entrepreneur quand t'as pas d'argent et du coup t'as ce besoin-là en fait d'aller en générer ou justement d'avoir la liberté financière, de pouvoir choisir tes projets Ouais, c'est une bonne question, quoi. J'ai pas la solution, mais en tout cas, il y a la niaque, en tout cas, je pense que tu es obligé de l'avoir quand t'as pas. Quand ton sort en dépend, quoi. Bon, au pire du pire, tu vois, tu peux retourner. Le pire du pire, c'est pas extrême non plus, mais tu peux redevenir salarié, tu vois. Bah, ça dépend. Des fois, il y a des gens qui choisissent des aventures entrepreneuriales qui sont dans la continuité de ce qu'ils faisaient en CDI. Tu vois, la personne qui travaille en IT, il décide de se mettre, créer sa boîte d'IT. Au pire, 2 ans plus tard, il peut revenir en arrière. Moi, par exemple, je suis sorti de la compliance pour faire de la RH. En fait, chaque jour que je passais dans mon nouveau métier RH, je dégradais mon credential historique. Ouais. Donc, il y a cette logique-là. Mais par contre, ce que tu dis, c'est que il y a cette logique du retour possible. C'est ce que je me dis. Hein. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore eu besoin de faire ça, mais c'est une Ouais. possibilité. Ou alors partir dans le Vercors, ou j'en sais rien, et puis vivre de certains revenus locatifs que j'ai ici, tu vois. Et puis voilà. Je sais pas. Ou alors créer la boîte que je suis en train de créer potentiellement,
et l'opérer depuis Depuis ailleurs. où l'immobilier il coûte moins cher, le coût de la vie est moins cher. Donc, je sais pas quoi. Ça me fait penser, là je rebondis là-dessus quand tu dis dans le Vercors. Tu vois, et je l'ai déjà vu sur tes posts, tu parles souvent de la crise de la quarantaine. C'est quoi, c'est un sujet, enfin tu penses que t'as 41, Ouais. Tu l'as vécu cette crise, elle est en cours, est-ce que t'as... Ouais, elle est un peu, en fait, je m'en suis aperçu quand, justement, j'ai vendu un appart. Ouais. Donc j'avais un peu de cash et comme disait ma mère, quand j'ai de l'argent, ça me brûle les doigts, tu vois. Je suis obligé d'en faire quelque chose, quoi. Et du coup, on a passé quelques vacances avec ma femme et mes enfants dans le sud de la France et on s'était chauffé pour acheter une résidence secondaire, tu vois. Donc le truc trop bien à Uzès, vraiment top. Par contre, j'avais besoin encore d'un petit financement bancaire. Et finalement, je l'ai jamais eu ce financement bancaire. Alors que, j'apportais 80% de cash et il me fallait encore 20%. Donc c'était pas énorme. Mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors au début j'étais au fond, j'ai l'impression que c'était vraiment une bad news. Et au final, on remercie monsieur Mashpro du CIC d'Uzès. C'est clair. Qui a mis fin à ce projet complètement utopique à un moment donné. C'est ça, une citation que j'aime bien avec qu'un de philo que j'ai eu, c'est est-ce une bonne ou une mauvaise chose, nul ne le sait. Donc sur le moment, c'est clair, j'étais au fond, mais in fine, c'est ce qui m'a fait prendre conscience que ce que je faisais, c'était vraiment faire l'américain et péter plus haut que mon cul, tu vois. Et au final, ça m'a... je me suis dit pourquoi j'ai besoin de ça. Avec ça, je pourrais faire d'autres choses. Du coup, j'ai remboursé le crédit de ma maison, donc j'ai plus de crédit. Et c'est là la liberté financière qui commence. Et c'est vraiment ça que tu peux valoriser parce que tu fais passer vraiment ton kiff du quotidien au maximum versus juste payer les traitables. Un week-end à Uzès une fois de temps en temps. Parce qu'en plus, j'aurais pas pu y aller aussi souvent que je le souhaitais. J'imagine que j'y aurais été même à terme parce que j'avais ça et un peu moins par plaisir. Je sais pas exactement comment ça se passe quand on a une résidence secondaire du coup, mais en tout cas je suis content de pas avoir eu ce crédit. Voilà, donc moi c'est pas passé par l'achat d'une Porsche ou d'une grosse bagnole, c'était une maison, mais au final rien ne s'est passé. Mais... Ouais, alors il y a le côté matériel. Mais il y a aussi le côté expérience. Enfin, toi, t'es quand même. Tu fais un choix à 40 ans que peu de gens font, c'est-à-dire un peu pas. Je dirais pas de tout balancer, parce que c'est pas du tout ce que tu es en train de nous expliquer. Mais quand même se dire, attends, en fait, non, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Tu l'as dit, dès que ça devient un peu opérationnel, ça te lasse un peu. Ouais. Et du coup, c'est là où toi, tu dis, ok, vas-y, moi, je saute. Ouais, et la plupart des gens, en fait, plus tu vois, donc 20 ans, tu peux faire ce saut-là. 30 ans, c'est plus compliqué parce que tu es plus engagé. 40 ans, là, tu deviens engagé de partout. Et toi, tu as cette capacité à dire, vous savez quoi après, c'est aussi parce que autant faire ça me fait pas stresser, autant les aspects opérationnels et la gestion avec les locataires chez Meni Meni, ça me faisait stresser, tu vois, j'arrivais pas à me détacher. Le mec, il avait pas sa machine à laver qui marchait le week-end, limite c'était ça pourrissait ton week-end à toi. Truc qui pouvait m'arriver, tu vois. Alors qu'en vrai, si ça m'arrive à moi, je fais c'est pas grave, mais j'ai peut-être voulu pousser l'expérience utilisateur et la satisfaction client trop loin, quoi. J'ai jamais dû laisser un message non répondu plus de 10-11 heures en comptant la nuit, tu vois. J'avais des notifs tout le temps et le fait de vouloir trop bien faire, je pense que ça m'a aussi un peu pourri la vie et j'arrivais pas à me détacher des trucs opérationnels qui in fine n'auraient peut-être pas dû Ok. Moi, j'ai une question. Tu me dis que tu as 3 enfants. Et en fait, je me rappelle, je sais plus quand moi j'ai décidé d'être entrepreneur, j'avais un pote à l'époque qui m'avait dit demande l'avis de tout le monde sauf celui de tes parents. Parce que comme ils t'aiment, ils veulent que tu prennes le moins de risques possible. Et là, toi, tu es en train d'ouvrir une voie, un exemple des enfants, d'un papa qui prend des risques, etc. Si on te mettait dans cette posture de transmission à tes gamins, qu'est-ce que
en fait, c'est quoi le message que tu vas leur transmettre à travers ce que tu fais là? Ouais, qu'ils essaient justement d'avoir un boulot qui leur apporte plus que de l'argent, quoi, qu'il soit pas que financier, qu'ils aiment. Toi, en tant que parent, ça te ferait pas flipper que tes enfants fassent un truc comme ça? Bah si, carrément, quoi. Ouais. Enfin, moi j'ai du mal à me dire, ce que je dis à ma femme, ils font ce qu'ils veulent tant qu'ils ont un bac plus 5. Tu vois. Donc c'est un peu. C'est marrant. Ok. C'est un peu. C'est dédoublement de personnalité, mais après, c'est vrai, une fois que t'as un bac plus 5, c'est con, hein, mais c'est quand même un peu une bouée de secours qui te permettra de te revendre un minimum. T'es pas intelligent, mais en tout cas, encore plus en France qu'au Luxembourg. Je pense que les études, c'est important, alors que tu peux avoir fait la meilleure des écoles et être un branquignol dans la vie, quoi. Ok. Je pense qu'on a pas mal d'exemples. Mais effectivement, il y a ce côté-là, donc en fait, ce que tu dis, ça résonne vachement avec ton histoire de sécurité financière. C'est assure un socle qui permet d'avoir un filet de sauvetage quoi qu'il arrive. Là, en l'occurrence, c'est bac plus 5 d'un côté et de ton côté, c'est des revenus locatifs. Et après, une fois que tu as ça, par contre, ne t'endors pas sur ton truc et mets-toi en risque. C'est ça la tagline. Je dirais, ouais. Ok. Après, c'est des risques mesurés. Ouais, voilà. Ouais. Je pense que c'est pas trop con non plus. Ok. Je suis déjà convaincu, j'ai déjà réussi à me convaincre que c'est une bonne chose. Puis j'en ai un peu parlé autour de moi, ça a l'air plutôt ok comme type de projet. Alors, Ouais. je sais pas où ça va me mener non plus, mais dans tous les cas, je pense que quand tu prends des risques, souvent jusqu'à présent, pour moi, ça a payé. Il y a toujours quelque chose de Ça a payé. positif qui en est sorti. Puis dans ton nouveau projet, là, t'es aussi sorti, il y a un peu moins d'opérationnel, très très concret. Ouais, T'as fait exprès justement de te dire, ok, là, je savais ce que je voulais plus, quoi. et tu t'es sorti aussi du Luxembourg, entre guillemets. Ouais, là, je peux vendre tu partout, pourrais faire quoi. ce projet-là un peu partout. Et est-ce que ça, c'est volontaire c'est... Ouais. Pouvoir opérer de où tu veux, c'est quand même super, quoi. Enfin, je pense, ici, j'étais un peu collé à l'expansion de la boîte aussi. Alors, si on ouvrait à Paris ou dans un autre pays, on avait ouvert la Belgique. Mais bon, ça reste pas loin d'ici, quoi. Mais ouais, le fait de pouvoir opérer de où tu veux, c'est quand même cool, quoi. Puis tu peux bosser de chez toi, tu t'organises ton temps comme tu veux. Si tu veux passer plus de temps avec les enfants, il y a pas de problème. Tu pourras bosser un peu plus tard le soir. Toi, tu cherches cette liberté. Ton emploi du temps, c'est aussi hyper important, je pense, quoi. Ok. Moi, j'ai vu, tu t'en parlais tout à l'heure, tu parlais de philosophie, alors je l'avais pas mis dans cette case-là, mais on a vu que tu commences à communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a toute cette creator économie là qui commence à émerger. À Luxembourg, il y a peu de gens qui le font. Enfin, nous, on essaye de le faire. On voit aussi quelques créateurs qui naissent. C'est quoi ta vision de ce truc-là? De pourquoi tu fais ça? C'est quoi ta vision? Et comment tu vois ce truc-là évoluer à Lux? En tout cas, je trouve ça, c'est la créateur économie, c'est quand même top, je trouve, parce que t'as plus besoin de demander à quiconque la permission d'exprimer ou de dire un message, tu vois. À l'époque, c'était beaucoup moins facile de pouvoir dire ce qu'on pensait. Alors effectivement, t'as des réseaux qui sont un peu plus intéressants que d'autres. Quand je vois un mec qui poste une vidéo de son chat et qui fait 10 000 likes, toi tu passes 5 heures à rédiger un truc, t'en fais 10, tu te dis il y a 2 poids 2 mesures et t'es un peu deck, quoi. Mais je pense que il faut être résilient. Et puis si tu parles de toi, si t'as l'air quand même authentique dans ce que tu dis, si ça fait du sens, vas-y, si t'as un truc à raconter ou à exprimer, un point de vue, je pense qu'il est... Et toi, du coup, ce que t'as envie d'exprimer à travers ce truc-là, la ligne de fond de ta ligne de création, ça va aller dans quelle direction? Est-ce qu'elle est fixée? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce que c'est variable? Moi, j'ai fait ça, au final, je me dis c'était peut-être un peu une sorte de thérapie, entre guillemets, un journal intime, tu vois. Un journal intime. Au final, je sais pas, ça m'a amené à écrire des trucs, à me poser des questions que je m'étais pas encore posées.
j'ai aussi appris que mine de rien, poster du contenu, ça a l'air de rien, mais ça prend du temps, quoi. En fonction de la quantité que tu veux produire, faut rédiger le truc, mais il faut surtout avoir l'idée et pas se saouler soi-même, tu vois. À un moment donné, à force de rabâcher aussi, même si les mecs ils te disent que tu peux refaire ton contenu et tout, pour moi c'est un truc qui me plaisait pas trop de raconter les mêmes trucs 2 fois. Ouais, donc du coup ça t'oblige à aller chercher de l'inspiration sur des sujets nouveaux tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, c'est sur un créneau assez particulier. Enfin, je dirais philosophie, mais je sais pas si tu dis ça, mais en tout cas, des réflexions comme ça. Ouais. Et en plus, sur un créneau où ton réseau, je pense qu'il est à Luxembourg. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu... Pour reprendre un terme très juste, et j'ai pas encore trouvé de meilleur terme pour développer ça, c'est Jean-Charles Kurdali, donc c'est un ancien start-upper de Nancy. Moi, je le connais pas personnellement. J'ai acheté son bouquin, mais je l'ai offert avant même de le lire. Ok. Donc, il faudra il fait partie des bouquins que je vais faire quand je vais faire ma course autour du Luxembourg. C'est le concept de vie intentionnelle. Et je crois que dans ces 2 mots, dans cette expression, il a tout. Je sais pas si c'est de lui ou de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup le fait de vivre ta vie, pas celle de quelqu'un d'autre, pas plaire à quelqu'un d'autre, mais vraiment faire ce que toi tu aimes et pas ce que les autres attendent forcément de toi. Je pense que ça, c'est important, quoi. Je sais même plus la question, mais... C'est au niveau de donc de cette création de contenu, la création de contenu, tant dans la pratique que sur le sujet. Le match avec le Luxembourg, il y en a peu qui font ça. Du coup, est-ce que tu trouves cette audience à Luxembourg? Est-ce qu'au contraire, tu le fais justement parce que tu veux sortir de luxe? Enfin, c'était ce rapport-là de... Après, je n'attendais pas forcément quelque chose de particulier là-dessus. C'était, comme je te dis, c'était peut-être un peu plus journal intime, building public, quoi. Ok. Comme on dit. Ouais. Plutôt qu'autre chose. Donc, c'est... Potentiellement, là, tu peux aussi utiliser ton audience pour ton futur projet. C'est peut-être ça que tu as en tête, ou tu pourrais même devenir un better call Aurélien. Parce que t'as ça, c'est un objectif. Peut-être que je pourrais me lister sur le site que je vais créer. Et s'il y a quelqu'un, si je peux aider quelqu'un, pas de problème, quoi. Okay. Il y aura toute une partie aussi, je pense, pay it forward. Donc ça, c'est un terme des startups. Donc des mecs qui ont déjà fait pas mal d'argent et qui sont pas à 100 ou 200 balles le call pour aider, mais plus aider sur des projets qui leur plaisent, quoi. Je pense que tout n'est pas question d'argent et on peut être riche autrement. Amen. Et donc ce truc de pay it forward, je trouve que c'est pas mal de pouvoir aussi redonner des trucs, du knowledge, des expériences. Envoyer un email, toi ça te prend 2 secondes et potentiellement le gars qui te demande il va être refait parce que ça va booster son idée, sa boîte ou quoi que ce soit. Toi qui as quand même bien navigué justement dans l'univers startup à Luxembourg, que ce soit avec Many Many ou avant tu étais à l'Innovation Lab, tu l'as dit, une grande banque. Qu'est-ce que tu en penses de l'écosystème? Ouais, après, on en parle beaucoup j'ai l'impression qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures entre le message qui est véhiculé et la réalité, quoi. C'est... quand tu veux te lancer, si t'as rien à côté, c'est que t'as pas beaucoup de subventions et tout ça, quoi. Donc, je pense que par rapport à la France, c'est un peu moins startup friendly, pour entreprendre, c'est peut-être plus difficile, je dirais, même si jamais fait en France, mais c'est la vision que j'ai, quoi. Un truc où tu es obligé un peu de trouver toi-même tes financements, tu as moins la BPI, tous ces trucs-là qui viennent t'injecter des sous là-dedans. Et au niveau du tissu de start-up et de ce que tu as vu là, est-ce que tu vois des différences ou des traits qui sont spécifiques, tu penses, à cet écosystème à luxe? En tout cas, il y a Charles Louis, le Silicon, qui fait on l'a eu aussi sur le podcast. un super boulot. Donc, il doit y avoir au moins un événement ou 2 par semaine de start-up, des start-up apéro, des pitch ou compagnie. Il y a des VC aussi qui viennent pas mal. T'as B-Angel qui est pas mal actif ici, Elban et compagnie. Donc, après, c'est comme tout, hein. Si t'es un peu débrouillard, tu trouveras la bonne personne qu'il faut, quoi. Ok. Comment on trouve la bonne personne qu'il faut sur un projet? C'est marrant parce que
Tu vois, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont dans le salariat. Bah, par exemple, tu vois, aller ouais. trouver 100 000 euros ou 200 000 euros sur un projet, comment tu t'y prends pour aller chercher des sous quand tu fais un truc comme ça? Bah, par exemple, quoi, je pense qu'il faut déjà se mettre en action pour après, tu vois, tu vas te remotiver, tu vas générer des rencontres, générer des calls, tu vas avoir un mec qui va dire, ah bah ouais, moi je suis trop chaud de ton projet, du coup, bah, ça va te rebooster, donc bah, motive-toi et passe à l'action, quoi, j'ai envie de dire. Ok. Parce que, les mecs qui disent ah ouais, ça c'est une super idée, si je l'avais fait j'aurais été millionnaire, bah fais-le, mec. Ok. Donc ouais. T'as des exemples, toi, de galères que t'as eu justement chez Many Many et comme ça, là, des trucs qui te reviennent, tu dis, ouais, franchement, on va pas y arriver, c'est impossible. Bah ouais, t'es un peu enfin, rien qu'au lancement, t'envoies des mails, il se passe pas grand chose, quoi. Donc toi justement t'essaies de T'envoies des développer mails ton à réseau. qui, pardon, mais t'envoies des mails à. C'est qui t'es du Ah bah coup moi j'ai pris tous les agents immobiliers, tous les acteurs Ok. de l'immobilier, tous les promoteurs, on les T'as a arrosé. tous contactés. Alors souvent bah c'est un peu con, mais t'es info at ou des trucs comme ça, donc ça marche pas trop. T'essayes LinkedIn, mais ouais, quand t'as juste un PowerPoint ou un Canva de quelques pages, plein de bonne volonté, mais rien de concret à montrer, voilà, c'est je sais même pas si moi je me serais fait confiance sur eux. In fine, enfin voilà, moi je savais où on voulait aller, mais voilà, il faut aussi savoir exprimer ta vision, la matérialiser et réussir à convaincre. Et ça, je pense que c'est important dans l'aventure entrepreneuriale de. Ok. C'est quoi justement toi ta vision? Enfin, là vous êtes, enfin, bon, chez Many Many, c'est quand même le secteur de l'immobilier qui est peut-être le secteur le plus décrié à Luxembourg. C'est quoi ta vision sur ce marché-là, sur ce qui va pas et sur ce qui pourrait être amélioré? Si Ouais. t'as Ouais. une piste. Hein. Bah, je pense que nous, on a contribué, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'amélioration justement des conditions de logement. Enfin, parfois, tu vois des prix des chambres, limite, c'est en sous-sol, t'as la cuisine et après, t'as une maison qui est divisée en X chambres, t'as un toilette pour 8. Tu vois, c'est tout ça pour 1000 euros, donc c'est quand même extrême. Et le prix est devenu un peu ouf. T'as les salaires qui n'ont pas progressé suffisamment par rapport au loyer. Nous, on avait je pense que c'était notre première ou deuxième page de notre deck à l'époque. T'avais la progression des loyers qui étaient comme ça, les salaires qui étaient comme ça. Bah, à un moment donné, Faut tu trouver une autre comprends solution. rapidement qu'il y a un problème qui va arriver à court ou moyen terme. Du coup, tu as eu de plus en plus de colocs un peu sauvages, on va dire, qui se sont développés. Pas toujours hyper safe et compagnie, mais c'était un besoin. Tu vois, s'il n'y avait pas eu toutes ces colocs à l'époque, ils auraient logé où les gens qui arrivaient justement pour Ouais. créer de la valeur pour le pays. Donc c'était une solution qui n'était pas parfaite. On a essayé de l'améliorer et d'apporter aussi un certain un axe de différenciation. Mhm. Après, c'est clair, hein, c'est quand même c'est pas donné quoi quand tu vois dans la résidence dans laquelle c'est alors elle est bien c'est Oui, c'est quand même C'est un gros ouais. budget, ouais. ouais c'est un certain budget. Ouais, vous êtes mis sur le segment premium en fait. Ouais. Vous avez joué sur le truc clé en main, belle déco. Ouais, c'est ça, comme je te dis, c'est créer des espaces dans lesquels T'aurais aimé. on aurait aimé habiter, loger. Et on a aussi ouvert récemment le plus gros co-living de Luxeville. Ouais. Donc là, il y a des logements, donc il y a 49 chambres réparties sur 10 apparts, mais tu as aussi un café, tu as un coworking, tu as une salle de sport, tu as une buanderie connectée, tu as un rooftop. Donc le développement de ces ensembles hybrides, je pense que c'est l'avenir aussi pour le logement. Luxe. Donc on en avait quelques-uns dans le pipe. J'ai vu le premier qui est le plus gros de la ville à l'heure actuelle. Donc voilà. C'est cool. C'est un achievement sympa. Bah ouais, je peux partir et lâcher mon micro comme ça. Obama out. Ok. Tu parlais d'une course autour du luxe là. Ouais. C'est quoi ce projet? C'est quoi? C'est un truc que tu fais dans l'intervalle entre tes deux projets entrepreneuriaux? Enfin, c'est quoi? On a parlé un peu de la recherche de sens et tout ça, de la crise de la quarantaine. Un des trucs qui me tenait à cœur, c'était de
de me rendre utile et peut-être aussi de travailler sur des projets qui sont un peu plus grands que moi, que tout à chacun. Et donc dans ce cadre-là, je me suis demandé comment je pouvais faire ça. Donc j'aurais pu faire un don bête et méchant entre guillemets à cette association, et plutôt que de faire ça, je me suis motivé à faire le tour du Luxembourg en running. Ok. Ça, pendant 10 jours, 10 semi-marathons, donc ça fait 210 km, 220 km. Donc je pars de Bétambourg où j'habite, et je vais monter jusqu'à Diekirch en gros. Ok. Je fais l'est et l'ouest du pays. Tout seul ou t'es accompagné Celui qui veut venir avec, il est le bienvenu. Pour l'instant, en termes d'orgueil, il y a rien. J'ai fait mon parcours sur Strava. S'il faut, je vais passer au milieu d'un champ, je ne le sais pas encore, ou je vais devoir escalader à main nue. Si tu passes par le Paname, moi je t'attendrai là avec une bière. Et donc, je vais faire ça. Initialement, je voulais faire partir de Lux et rejoindre la Belgique, parce que la sauce que je supporte, elle a son siège en Belgique, donc c'est Kickstarter. Mais finalement, le faire en 10 jours, il fallait trouver 10 hôtels. Et quand tu le fais en courant, tu peux pas trouver un Airbnb qui est à plus ou moins 10 km de où tu dois arriver, quoi. Ouais. Du coup, c'était un peu chaud d'un point de vue organisationnel, et partir pendant 10 jours avec ma tente sur le dos et tout. Bref, je me suis dit qu'il y avait mieux à faire, et du coup, un autre truc qui parlait bien, c'était de faire le tour du Luxembourg. Ouais. Donc heureusement que c'est pas le Canada ou la Russie, quoi. Sinon j'aurais Ouais. plus de temps. Mais là, en 10 jours, ça peut être bouclé si j'ai pas des problèmes de quarantenaire. Hein. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Moi, je vais me lancer sur le même projet, mais autour du Vatican. Je trouve ça plus accessible. Ok. Voilà. Et donc, du coup, cette course-là, donc, tu vas le faire tout seul. Et donc, le mécanisme, c'est... Enfin, tu fais ça... c'est quoi l'effet pour l'association? Donc, les gens ont... Sur T'as Kickstarter, tu peux... Kick Cancer, tu peux créer ta page de défis personnels sportifs. Donc, il y a plusieurs... C'est un crowdfunding, un truc où les gens peuvent... un peu, tu crées ta page, et après tu as un lien que tu peux partager à ta famille, à tes amis sur les réseaux, et puis pour contribuer, tout à chacun peut mettre 5, 10, 20, jusqu'à 100, 500 euros, donc Ok. c'est top, quoi. Et donc plutôt que d'avoir mis un don isolé moi-même, là on en est à 3500 euros, donc c'est... Voilà, c'est pas avec cette seule contribution qu'on va éradiquer le cancer, mais en tout cas, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, et j'essaierai de renouveler l'opération dans l'année prochaine peut-être. Ok. Super. Avant peut-être qu'on passe au jeu, donc là, t'es quand même pas. Là, on enregistre en mars 2024. T'es quand même au bord de sauter, là, en fait, où t'es en train de. J'y suis. On te souhaite quoi dans un an? Enfin, concrètement, qu'est-ce que tu aimerais dire qui se passe dans cette année-là? Que je kiffe bien ce que je suis en train de faire, que ce soit ce projet ou un autre que j'aurais découvert pendant le chemin. Je pense que justement le parcours est plus important que le résultat, en fait. Parce que chez moi, j'ai l'impression qu'une fois que j'arrive à un truc qui tient plus ou moins la route, tu vois, genre là, par exemple, Méni, je me dis c'est top, mais tu vois, j'ai toujours un peu cette notion d'insatisfaction, même une fois que tu y es, quoi. Donc on doit te souhaiter que ça tienne pas la route dans un an, quoi. Si, mais que je suis encore en mouvement et que c'est, tu vois, c'est ça qui est un peu paradoxal. Tu cherches à atteindre quelque chose, et en même temps, pour ma part, une fois que je l'ai, j'ai envie de changer, ou de faire autre chose. Donc toi, tu t'aimes le passage de 0 à 1. Une fois que tu es passé à 1... je pense que c'est ça, ce que je disais dans des articles. Très clair. Super. Écoute, version digitale de notre jeu à gros budget. Avant, on avait un saladier. Maintenant, on a une application de la roue de la fortune que je montre à ceux qui nous écoutent. Il y a des questions, des citations. On y va au hasard et on en fait 3. Allez, vas-y. Alors, on y va. Le pire souvenir de ta carrière, et avec le recul, comment t'aurais pu l'éviter? Ouais, est-ce qu'il y a... Alors, peut-être pas un truc en particulier, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ok, quand je regarde rétrospectivement, c'était quand même copieux ce truc-là. Et finalement, si j'avais fait ça différemment, j'aurais pu... C'est pas forcément un pire souvenir, mais en fait, j'ai fait de la finance.
justement, j'avais vu Wall Street. Ouais. Je trouvais ça stylé. Les mecs, ils gagnaient. Enfin, ouais, ils étaient pas les maîtres du monde, mais ils étaient reconnus socialement, ils avaient de l'argent et tout ça. Et je pense que c'est pour ça que je me suis tourné vers la finance. Moi, c'est une matière que j'adore. Je suis un peu un geek d'Excel, tu vois. J'adore. Ok. Et donc, la finance, c'était terrain de jeu idéal. Mais en vrai, une fois que je suis arrivé, enfin, je me souviens, j'ai fait un stage en salle à la Société Générale. Je me suis relativement rapidement aperçu que c'était pas forcément. Ok. Enfin, si je prends du recul, tu vois, Ah bah oui, si ça. j'essaie d'être honnête avec moi-même de l'époque, je me dis, j'aurais peut-être dû faire autre chose, peut-être un peu moins prestigieux, mais qui me correspondait plus. Et bah, malheureusement ou heureusement, je l'ai fait à mes 35 ans. Bon, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Et dans tous les cas, tout ce que j'ai appris en finance, bah, ça m'a permis dans l'immobilier d'être relativement à l'aise en parlant à tout type de personnes, que ce soit des banquiers, des familles d'office, des personnes fortunées, d'autres qui ont peut-être fait fortune et du coup où j'aurais eu un biais de reconnaissance sociale, chose que j'ai plus. D'un point de vue technique aussi, ça m'a appris pas mal de trucs. Donc, Ouais, pour gérer une boîte, c'est quand même un truc. Ouais, bah, c'est important. toujours bien de savoir lire plus ou moins, afin de savoir que ton résultat, c'est pas ton chiffre d'affaires. Ouais. Ça, c'est déjà un bon début. Mais non, c'est. Ouais, peut-être. J'ai commencé un peu plus tôt, quoi. Ok. Ça, c'est marrant parce que je viens de faire tourner et donc du coup, c'est la question inverse qui est arrivée. Quel est le moment où tu as vraiment kiffé dans ta carrière et pourquoi? En fait, est-ce que tu te rappelles d'un moment, tu sais, nous, on est des entrepreneurs et donc on vit un peu cette espèce de roller coaster émotionnel. Est-ce qu'il y a un moment où tu te rappelles un jour particulier, un truc où tu t'es senti vraiment en disant, waouh, là, je suis Ah bah ouais, bah quand on a. au max. Quand on a vu Vincent, l'ancien CEO d'Inno, et qui nous a dit OK, franchement, on s'est dit, ah, là, on n'avait rien, on avait juste notre bonne volonté, on a réussi à le convaincre, on a réussi à faire en sorte qu'il croit en nous et il va mettre de l'argent dans la société. Comment vous avez fêté ça? On a été Te boire une bière. En bon lillois, ouais, une bonne bière, ça passe bien. Donc ouais, c'était top, quoi. Parce que bah tu sens que t'es plus tout seul, t'as une certaine validation, parce que tu vois, Vincent, il a créé Innoé il y a 25 ou 30 ans. Ouais. Donc c'est un peu, il a cette autorité, cette crédibilité sur le marché immobilier. Donc t'as un peu un stempel qui dit, ok, on n'est pas que deux zozos qui veulent faire des colocs, quoi. Ok. Ouais, super, c'est juste au moment de la validation en fait. Donc Ah, c'est parce très. que là, en fait, c'était- ça correspond exactement à ce que tu as dit depuis une heure. Ouais. T'es pré-opérationnel en fait. Ah ouais, là, bah, là, ouais, C'est juste, et donc on a eu cette Et c'est après que- crédibilité, on a eu un peu de cash, on a eu un réseau, on a su convaincre d'autres investisseurs. Donc quand on dit le plus dur c'est le premier, bah ouais, j'avoue, c'est pas faux, quoi. Ouais, je C'est comprends. pas faux. Allez, dernière question. Quelle est la pratique professionnelle qui t'a le plus impressionné? Ouais, t'as été au contact de pas mal de gens, d'ailleurs dans ta vie d'avant aussi. Est-ce que t'as le souvenir d'un truc où tu t'es dit, putain, ce truc-là- Carrément, je compte toujours. J'ai jamais été hyper impressionné par les mecs avec qui j'ai bossé ou ouais, surtout en finance, sauf un, c'est Christophe, c'est le mec en finance, c'est un monstre, quoi. C'était qui, il y a- Christophe? C'était, il a le même âge que moi et c'était mon responsable de VIE quand je suis arrivé à la Ok. Société Générale en gestion fixe income. En gros, pour caricaturer, le mec, il y a un papillon qui bat de l'aile en Afghanistan, bah, il sait que ça aura un 10% de répercussion sur le cours de l'eurodoll, tu vois. Donc, Ok. lui, la finance, c'est vraiment un monstre. Il est passionné, il adore ça. Et ouais, il était super. J'ai toujours été impressionné par ce gars-là. Et bah, c'est d'ailleurs avec lui que il m'avait recontacté Ok. pour gérer pour travailler dans le family office dans lequel j'ai travaillé par après. Donc j'ai travaillé avec lui pendant quelques temps, quoi. Il continue ce job-là aujourd'hui? Ouais, il est plus dans la même boîte, mais il fait toujours Il fait des toujours merveilles, ça. quoi. Ok. Franchement, lui, c'est le genre de mec, tu vois, il sera jamais suffisamment payé
par rapport à ce qu'il peut Ce qu'il apporte. faire, quoi. Ouais, c'est ouf. Ok. Génial. Bah, peut-être un prochain invité du coup. Il est basé à Lux. À Londres. Ouais, à Londres. Comme ça, il pourra venir boire des bières Ce sera un prétexte. à Carrément. l'occasion. Eh ben merci Aurélien. Merci C'était le mot beaucoup, de la c'était fin. chouette. Trop cool d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à tous aussi d'avoir regardé cet épisode et on se dit à très vite pour le prochain. Ciao. Salut, bye bye. Ciao.